y a Noé qui m'harcèle et il me dit que tu fais le mort. Oh là là, il m'emmerde lui. Bon bah c'est bon, j'y vais. Bon du coup, bonjour. J'espère que vous allez bien et que votre confinement à toutes et à tous se passe le mieux possible. Avec Noé, on va essayer en un quart d'heure d'égayer un peu votre journée, de la rendre un peu plus intéressante et vous apprendre des trucs. On doit donc traiter le 10e et dernier thème de notre cher CDF d'économie internationale, qui va être sur les firmes multinationales, sur les investissements internationaux et sur la souveraineté des États. On va vous parler des relations entre les multinationales et les États. Donc, une multinationale, qu'est-ce que c'est? Une multinationale, également appelée firme transnationale, c'est une entreprise qui a son siège social dans un pays d'origine et qui a créé des filiales dans un ou plusieurs pays étrangers. On parle généralement d'une entreprise de base, donc société mère, qui crée des filiales, donc des sociétés filles. On peut parler de filiale quand la société mère détient suffisamment de droits de vote en assemblée générale d'actionnaires pour pouvoir y imposer des décisions. Donc juridiquement, pour qu'une entreprise soit considérée comme une filiale, la société mère doit détenir 50% du capital, mais en vérité, fiscalement, ça peut aller parfois avec une détention de 5% du capital pour être considéré comme une filiale. Voici le top 20 des multinationales par chiffre d'affaires en 2018, réalisé par le magazine américain Fortune. Donc vous voyez, la plupart des entreprises de ce top 20 sont des multinationales qui sont spécialisées dans le secteur de l'énergie, et plus précisément le pétrole, comme Sinopec, Shell, Saudi Aramco, BP, ExxonMobil, etc. On retrouve également deux figures du commerce et de la distribution, Walmart et Amazon, mais également des constructeurs automobiles comme Volkswagen et Toyota, ou alors des multinationales majeures comme Apple dans le high-tech grand public, Berkshire Hathaway, géré par Warren Buffett. Et donc l'entreprise, elle peut chercher à devenir multinationale pour des tas de raisons, notamment pour conquérir directement un marché, donc rien de tel que pour conquérir un marché que de s'y implanter directement, pour avoir accès directement à des matières premières, par exemple le pétrole, les gisements miniers. Elle peut aussi chercher à diminuer le coût de travail et de la production. Elle peut aussi chercher à contourner certaines entraves, barrières à l'échange. Donc voilà. Les multinationales, elles existent depuis des centaines d'années, donc par exemple, les premières multinationales identifiées, ça a pu être les compagnies des Indes orientales, donc les britanniques, néerlandaises ou françaises, qui ont été fondées en 1602 et qui peuvent être considérées aujourd'hui comme des multinationales. Je parle trop vite, putain. Donc c'est vraiment vers la fin des années 70 que ces sociétés elles sont montées en puissance et en nombre. Au début des années 80, selon le CNUSED, on comptait 7000 multinationales, et en 2002, elles étaient 83 000 et représentaient 80% des flux commerciaux mondiaux. Donc même si l'analyse suivante est parfois critiquée, étant donné la différence entre PIB et chiffre d'affaires, certaines firmes sont désormais considérées comme étant comparables à des États. Selon le PNUD en 1999, financièrement, la société américaine Ford équivalait à la Norvège et les japonaises Mitsui et Mitsubishi, respectivement à l'Arabie Saoudite et à la Pologne. On va vous parler des rapports de force et des relations entre les entreprises multinationales d'un côté et les États de l'autre, notamment à travers un processus juridique qui n'est pas très connu et qui pourtant prend beaucoup de place dans le monde des affaires et dans le monde des traités de libre-échange, qui est les processus d'arbitrage international. Dans un premier temps, vous aurez la chance de voir Noé qui va vous expliquer ce que sont les tribunaux d'arbitrage international. Moi, dans une deuxième partie, je vais vous donner plusieurs exemples d'arbitrages internationaux qui ont eu lieu, de comment se sont passées les affaires. Pour finir, grâce aux différentes dérives, grâce aux différents abus et défauts de cette procédure qu'on vous aura pointé du doigt, j'essaierai de revenir un peu sur le futur de cette pratique, de quelles sont les évolutions qu'elle peut avoir, de comment est-ce qu'elle peut être contrôlée juridiquement et de comment elle va évoluer vis-à-vis des institutions, notamment européennes. C'est parti! Alors, il existe quelque chose d'assez intéressant qui s'appelle les tribunaux d'arbitrage internationaux. Ces Investor State Dispute Settlement, en anglais, sont des tribunaux privés qui permettent aux multinationales de poursuivre l'État en justice. Ces dispositifs privés sont souvent présents dans des traités de libre-échange type NAFTA, potentiellement CETA, etc. Ils sont décrits comme étant un moyen de garantir une juste impartialité aux investisseurs étrangers pour qu'ils puissent se défendre contre les abus éventuels des États ou des législations trop contraignantes. Un des présidents du tribunal d'arbitrage les décrivait comme un moyen de rassurer les investisseurs. En gros, les investisseurs, les entreprises, elles peuvent poursuivre un État parce qu'une loi votée ne leur convient pas. Comme ça. Pour illustrer un peu plus clairement la démarche, imaginez la situation qui suit. Si l'État décide de nationaliser une entreprise, il y a une compensation financière obligatoire parce que c'est une expropriation. Jusqu'ici, tout va bien, c'est une situation normale. Mais si un État vote une loi qui, par exemple, relève le SMIC, est anti-tabac, ou interdit les perturbateurs endocriniens,
il prive l'entreprise d'un gain potentiel. C'est donc considéré comme une expropriation indirecte. Cette notion, c'est une vraie boîte de Pandore. C'est un motif suffisant pour poursuivre l'État devant un tribunal d'arbitrage international. Un exemple rapide, McDonald's attaque Florence qui interdit de faire des McDo sur la place centrale. On peut attaquer l'État ou une ville pour des investissements qui n'ont pas eu lieu. En échange, par rapport à cette expropriation indirecte, l'investisseur de l'entreprise demande une compensation financière. Mais attention, bien souvent, les montants demandés ne se chiffrent pas en milliers ni en centaines de milliers, mais en milliards. Et pour des pays pauvres, comme la Roumanie ou le Togo, le montant demandé représente un gros pourcentage de leur PIB, par exemple leur budget pour l'éducation ou même la santé. Pour l'investisseur, c'est parfois juste une sorte de pari. Il demande une somme astronomique qu'il sait qu'il n'obtiendra jamais, mais s'il obtient la moitié, c'est déjà absolument gigantesque. Et ça amène un deuxième effet, au-delà de la somme versée, c'est l'effet dissuasif ou chilling effect en anglais. En effet, les investisseurs, face à une loi qui ne leur plaît pas, ils peuvent tout simplement brandir cette menace, comme par exemple Philip Morris au Togo, et la somme évoquée, elle suffit à freiner les potentielles lois discutées. À l'arrivée, statistiquement, c'est bien 2 fois sur 3 que les entreprises gagnent l'arbitrage. Après, il faut pas caricaturer ce qui se passe et déresponsabiliser les États. La situation, c'est pas États, les héros qui défendent des populations contre les méchantes multinationales. Il faut pas oublier que c'est les États qui ont signé et qui ont créé ce système en toute connaissance de cause, et ils ont, dans le cas contraire, les pouvoirs pour se débarrasser de ce système. D'autant plus qu'il y a souvent des liens entre les grandes firmes et le gouvernement, par exemple dans l'affaire Merkel et Vattenfall. Il ne faut pas oublier qu'en théorie, le chef d'État il est ambivalent, il veut attirer des investisseurs et en même temps voter des lois sociales et environnementales. Au-delà de la question de fond qui est soulevée, le fonctionnement du tribunal est également pointé du doigt. Tout d'abord, la plupart des procès se déroulent à huis clos. Et même quand le tribunal rend une décision, il n'y a pas de transparence. On sait uniquement qu'ils ont trouvé un compromis sans en connaître le contenu exact. Même dans les cas prévus de diffusion en direct, la caméra est parfois cassée, ou le contenu est diffusé en réalité en différé, avec un modérateur qui supprime des passages entiers des échanges. Ces censures se retrouvent même dans des rares comptes rendus de ces arbitrages, où parfois jusqu'à la moitié des échanges sont noircis. Autre problème pointé du doigt, les juges, qui ne sont pas des juges. Les juges, ou plutôt les arbitres, désignés pour arbitrer une affaire, sont des avocats d'affaires qui sont très bien rémunérés. Ces arbitres sont également défenseurs d'entreprises ou d'États dans d'autres affaires. Un cas emblématique est le cas de Gabrielle Kaufmann-Kohler, qui siège au conseil d'administration de la banque suisse UBS. Jusqu'ici tout va bien, mais en même temps, elle est également arbitre dans des affaires opposant Vivendi et Suez à l'Argentine. Jusqu'ici, tout va encore bien. Seul problème, UBS est actionnaire de Vivendi et Suez. Dans cette situation-là, le juge est également partie. Il y a donc un énorme conflit d'intérêts non révélé. Quand l'Argentine s'en aperçoit, elle réclame légitimement de changer d'arbitre, mais rien ne sera fait. L'Argentine perdra toutes les affaires. On a donc des tribunaux qui ont un grand pouvoir, une grande opacité. Despacito. On a donc des tribunaux qui ont un grand pouvoir, qui sont opaques et qui n'ont pas de garde-fous. Du coup, un arbitrage assez intéressant qui a eu lieu, c'est l'arbitrage entre l'Uruguay et le cigarettier Philip Morris en 2010. Pour que vous ayez un peu une idée du rapport de force, Philip Morris est le plus grand cigarettier au monde. Ils font un chiffre d'affaires en 2016 de 74 milliards de dollars, alors que l'Uruguay c'est un petit pays en Amérique latine qui a eu un PIB national la même année de 45 milliards de dollars. En Uruguay, en 2005, il y avait la moitié de la population majeure qui fumait. Quand le nouveau président est arrivé au pouvoir, il a rapidement mis des mesures anti-tabac assez pionnières pour l'époque en place. Il a par exemple mis le paquet neutre, il a instauré des taxes sur les produits qui contenaient du tabac. Ce qui a fait que 10 ans plus tard, il n'y avait plus que 35% de la population qui fumait. Putain, j'adore la clope. Suite à ces mesures, il y a Philip Morris qui a attaqué l'Uruguay en arbitrage. En effet, il pouvait considérer que l'instauration par exemple du paquet neutre, c'était une expropriation indirecte de leur propriété intellectuelle, par exemple leur logo, leur image de marque. Ils ont demandé 25 millions de dollars à l'Uruguay. C'est un arbitrage qui a duré longtemps et qui a eu de grandes répercussions. Par exemple, le président uruguayen est allé jusqu'à faire un discours sur la tribune de l'ONU pour parler de cet arbitrage. Ce n'est pas éthique. Ce n'est pas éthique que des tribunaux et des organismes internationaux puissent donner la priorité à des aspects commerciaux par rapport à la défense d'un droit de l'homme fondamental, comme la santé et la vie. Eh bien ça, c'est ce qu'est en train de subir l'Uruguay.
C'est vraiment pas très gentil. Le verdict, c'est l'Uruguay qui, 6 ans plus tard, a été désignée gagnante de l'arbitrage. Philip Morris a dû leur rembourser 7 millions de dollars, c'est l'intégralité de leurs frais d'avocat sur la période. Mais du coup, c'est une victoire? Pas vraiment. Qu'en fait, ces frais d'avocat, ils sont tellement monumentaux, tellement faramineux qu'ils peuvent suffire à mettre la pression à des pays qui voudraient mettre en place des mesures de santé publique. On a vu ça par exemple au Togo ou au Gabon, qui n'ont pas voulu mettre en place des mesures comme le paquet neutre ou quoi, parce qu'ils avaient peur de se faire attaquer en arbitrage par des entreprises comme Philip Morris. Et vous voyez, cette politique d'intimidation a marché dans beaucoup de pays qui ont reculé, comme le Togo. Parce que lorsqu'on vous parle de l'arbitrage, dans un petit pays, comme je vous l'ai dit, où il faut payer peut-être entre 10 millions et 30 millions pour se défendre, ce montant-là permet de construire plusieurs écoles au Togo, de construire peut-être des latrines, et de construire un centre de santé. Donc, un État avec un budget réduit ne va pas se lancer à ça. Des exemples d'arbitrage un peu litigieux comme celui-ci, on en a plein. Dans les années 2010, au Pérou, dans la ville de La Oroya, il y a une entreprise qui s'appelle Dorun qui a créé une fonderie et qui a pollué toute la ville à cause des activités métallurgiques de cette fonderie. Et en gros, cette entreprise, elle respectait pas du tout les normes environnementales du pays, et le Pérou, parce qu'ils avaient la pression, ils ont jamais obligé l'entreprise à fermer. Il y a ensuite eu des études qui ont été faites quelques années plus tard dans cette même ville, et on a vu qu'à cause de la pollution dans la ville, il y avait des enfants qui avaient du plomb, du mercure ou même de l'arsenic dans leur sang. Au bout d'un moment, l'État a obligé l'entreprise à fermer et le groupe Renco, qui possédait l'entreprise qui avait la métallurgie, il a poursuivi le Pérou en arbitrage alors que c'est lui qui ne respectait pas les normes environnementales dans la ville et c'est pour ça qu'ils ont fermé. Et il leur a demandé 800 millions de dollars de dédommagement. Quoi? Ah oui. Et il y en a d'autres. L'Argentine en 2001 s'est prise plus de 40 contentieux sur le dos parce qu'elle avait décidé de geler les prix de ses services publics pour faire face à la crise dans laquelle elle était. Le Canadien Cosigo Resources a demandé 16 milliards de dollars à la Colombie. 16 milliards? Parce qu'elle a refusé qu'il exploite un site sacré en Amazonie. Tous ces exemples, raccordés à l'explication que Noé a pu vous faire des tribunaux d'arbitrage, ça fait qu'on peut largement remettre en cause quand même ces tribunaux et se demander s'ils pourraient pas être améliorés. C'est ce qui a été fait notamment en 2016 avec la signature du CETA entre le Canada et l'Union Européenne. Les négociations pour ce traité de libre-échange, elles ont largement contribué à mettre en lumière les processus d'arbitrage et tous leurs défauts parce qu'elles étaient largement présentes dans le traité et ce qui a amené à ce que la Wallonie, une petite région de Belgique, refuse le traité et bloque le traité pour toute l'Union Européenne, notamment derrière son dirigeant Paul Magnette. Le monde, il va se mondialiser, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, c'est un monde ouvert et tant mieux. Mais comment va se faire cette mondialisation? Est-ce qu'elle va se faire avec des règles fortes ou avec des règles un peu fragiles? Est-ce qu'elle va le faire en protégeant les autorités publiques ou bien c'est les multinationales qui vont pouvoir faire la loi? Est-ce qu'elle va se faire avec des juridictions fortes qui respectent toutes les garanties? Ou bien ça va être des arbitrages privés auxquels n'auront accès que ceux qui en ont les moyens? C'est ça les questions fondamentales qu'on pose. Mais la Cour de justice de l'UE, lors des négociations pour le CETA, a jugé que les clauses liées à l'arbitrage étaient conformes au droit européen. Il y a eu donc de nombreuses négociations pour contrôler ce processus. Pour pallier ces nombreux problèmes, le CETA devrait mettre sur pied du coup une juridiction d'arbitrage d'un nouveau type qui se voudrait moderne, transparente et permanente. On aura un panel de 15 juges qui seront mis en place de manière permanente et pour statuer sur chaque affaire d'arbitrage, il y aura 3 d'entre eux qui seront tirés au sort. Et en plus, pour la première fois, on pourra décider de révoquer un de ces juges si on pense à un conflit d'intérêts avéré. Pour la première fois, il y aura un mécanisme d'appel qui sera possible et les décisions prises par les tribunaux d'arbitrage seront des jurisprudences contraignantes pour les prochaines affaires. Qu'en soit, les garde-fous institués par ces négociations sont une grande avancée, mais en pratique, ils ne seront sûrement pas suffisants. La Cour européenne n'aura toujours pas sa propre structure avec ses propres secrétaires, ses propres locaux, tout ça. Elle sera toujours basée dans les locaux du CIRDI à Washington. L'arbitrage sera toujours une juridiction à sens unique, il n'y aura que les entreprises qui pourront attaquer les États et pas le contraire. Parce que même s'il y a une clause dans le traité qui dit que les États ne peuvent pas être attaqués pour des réformes permettant la stabilité financière, l'arbitrage ça reste un moyen pour les multinationales de contester des politiques publiques. Et ça peut être un problème. C'est pourquoi le Canada et l'Union Européenne se sont engagés à réfléchir, juste réfléchir, on en est encore loin, pour à long terme arrêter de régler les différends entre multinationales et États à travers des arbitrages privés, mais de passer par des juridictions publiques nationales. Il y a donc des vraies questions de fond qui se posent avec tout ça. C'est une question éthique.
L'investissement et l'argent ne devraient pas être plus importants que la santé publique. Une entreprise et ses profits ne devraient pas être au-dessus de la souveraineté démocratique. La question, elle est centrale. Qui détient la souveraineté? Les peuples? Ceux qui investissent? Ces multinationales, ces tribunaux d'arbitrage et ces affaires qui ont été citées, c'est le triomphe de la marchandisation du monde. C'est normal que des investisseurs aient des droits. Mais ces droits doivent avoir des limites. On ne devrait pas avoir le droit de voler à un enfant sa santé, sa vie. On ne devrait pas avoir le droit de détruire des écosystèmes entiers afin de déterrer jusqu'au dernier gramme de métal ou d'hydrocarbures. On ne devrait pas avoir le droit de privatiser la vie.